ce soir, une mission pour renforcer la lutte contre le Zika. 4 professionnels de santé réservistes sont en ce moment dans le département pour 3 jours. Ils vont devoir évaluer les besoins et les capacités de prise en charge des malades en Guyane. Maripasoula dispose d'une maison des services publics. Elle a été inaugurée hier dans le village de Taluène et hébergera l'annexe mairie de la commune, une antenne du parc amazonien et un bureau de poste. Et puis notre série de produits Made in Guyane se poursuit avec ce soir le miel de Guyane, produit par l'apiculteur Nicolas Ibon. Installé depuis 3 ans à Makouria, il gère une miellerie d'une 60aine de ruches. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. On démarre ce journal avec le cauchemar d'une professeure de français au collège de Grand-Santi. Vers 5 h du matin hier, elle est agressée sexuellement à son domicile puis cambriolée. La victime a été héliportée vers Cayenne pour des examens. Les cours ont été suspendus dans l'établissement pour la journée. Un drame qui a entraîné un vif émoi de la communauté scolaire de la commune et de toute la Guyane. Précision au micro de la secrétaire générale de la Fédération nationale UNSA, au micro de Xavier Paul Lepelletier. Tout de suite, nous nous sommes rapprochés de monsieur le recteur, qui nous a garanti effectivement qu'il avait tout mis en œuvre pour que la collègue soit sortie de la commune et accompagnée dès qu'elle arriverait sur le littoral. C'est ce qui a été fait. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est de savoir comment on va gérer la détresse des collègues qui sont restés sur les sites. Parce qu'effectivement, depuis quelques années, nous signalons et nous faisons remonter auprès des collectivités, auprès de notre hiérarchie également les problèmes d'insécurité sur ces sites. Donc c'est un problème crucial qui ne relève pas directement d'él'éducation nationale. Nous allons rentrer dans le mouvement intra, c'est-à-dire dans les affectations. Donc souvent sur ces sites sont affectés des collègues célibataires et jeunes. Donc nous avions fait un gros travail sur ces 10 dernières années pour convaincre les collègues néo-titulaires de les rassurer sur ces sites. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place pour les accompagner matériellement, pédagogiquement parlant. Là, malheureusement, tout est un peu remis en cause. Une mission pour renforcer la lutte contre le Zika. 4 professionnels de santé réservistes de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires se trouvent en ce moment dans le département pour 3 jours. Ces professionnels de santé vont devoir évaluer les besoins et les capacités de prise en charge des malades face à la rapide avancée du virus Zika sur le continent. Mia Pierre. 430 cas cliniquement évocateurs, 88 cas confirmés, dont 8 femmes enceintes. Des chiffres sous-évalués par rapport à la réalité de l'épidémie du Zika. Le virus touche de plus en plus de personnes en Guyane. 80% des malades ne présentent pas de symptômes. Depuis hier, 4 professionnels de santé de l'EPRUS, établissement de préparation et réponse aux urgences sanitaires, sont en Guyane. Leur mission, établir un diagnostic des besoins pour faire face à l'épidémie. On va voir l'ensemble des acteurs de santé, de l'hôpital, des structures d'amont, des structures d'aval, pour voir justement quels sont les moyens aujourd'hui disponibles. Et en fonction de ça, donc on a différents scénarios, une épidémie faible, une épidémie moyenne, une épidémie forte, qui nous permet en fait de voir quels sont les moyens supplémentaires qu'il faudrait mettre en œuvre depuis la métropole pour lutter contre cette épidémie en fait. Pour l'instant, la situation épidémique n'a pas de conséquences sur l'offre de soins. L'évolution de l'épidémie est difficile à prévoir. Si elle va en s'augmentant, les hôpitaux auront besoin de renforts. Les services de réanimation, l'imagerie avec les échographies auxquelles nous devrions pouvoir faire face actuellement, mais en fonction de l'évolution de l'épidémie, d'une amélioration des protocoles aussi au niveau national. Les avis des experts sont en cours. La prise en charge aux urgences, la prise en charge en obstétrique également, et puis aussi plus long terme, la prise en charge en neurologie pour d'éventuelles formes sévères liées à cette épidémie. Nous pouvons craindre que ce mouvement soit beaucoup plus rapide que ce que nous avions constaté lors du chikungunya ou lors des épidémies de dengue, compte tenu d'une progression invisible très rapide de cette épidémie et effectivement liée à la saison des pluies. L'EPRUS a prémobilisé une 50aine de réservistes dans les cas où la situation s'aggraverait. L'ensemble des communes du littoral est touché par l'épidémie.
De la déception pour les gérants d'auto-école après l'annonce de la mise en place d'un centre d'examen tant attendu. La préfecture indique qu'il va falloir être patient. L'emplacement choisi pour le centre sécurisé serait déjà réservé à la construction d'un autre établissement. On le rappelle, le 16 janvier dernier, 3 candidats au permis de conduire s'étaient fait braquer, cité Césaire, alors qu'ils attendaient pour passer leur examen de conduite. On écoute les réactions de 2 responsables d'auto-école au micro d'Ayodele Germa. On leur a quand même laissé les 2 semaines de vacances pour voir comment ils s'organisent pour nous proposer autre chose, puisqu'on a bien compris que Cabassou, encore une fois, ce n'était plus à retenir. Nous, tout ce qu'on demande, c'est un minimum de sécurité pour nos élèves et qu'ils aient un minimum de confort, c'est-à-dire qu'ils soient au moins abrités de la pluie et abrités du soleil également. Des jeunes étaient là, ont attendu, et quand il y a eu les 3 derniers élèves, ils sont venus avec un fusil, ils ont braqué la personne et puis ils l'ont dépouillé. C'était une jeune fille qui était énormément choquée. C'était en fin de matinée, mais ils ont attendu, ils ont préparé leur coup, ils ont attendu tranquillement, qu'il y ait moins de monde, qu'il y ait plus de monde, et après ils ont fait leur coup pour un portable, pour des... Mais c'est le choc que ça occasionne pour ça, c'est incroyable. En bref, maintenant, des perquisitions à la mairie de Cayenne dans le cadre d'une enquête sur la passation du marché public de fibre optique. Le 6 juillet dernier, le parquet de Cayenne est saisi d'une plainte contre la société, par la société Sarvis pour délit de favoritisme, faux et usage de faux. En cause, les conditions d'attribution du marché au groupe Vitrocisé pour un montant d'1,5 million d'euros. Le tribunal administratif avait déjà rendu un jugement en faveur de Sarvis en novembre dernier. Les perquisitions ont eu lieu hier à Kourou et à Cayenne aujourd'hui. Au stade actuel de ces investigations, aucune garde à vue n'est pour le moment menée dans cette affaire. Les habitants du village de Taluène, situé dans la commune de Maripasoula, peuvent enfin se réjouir. Ils disposent désormais d'une maison des services publics. Elle a été inaugurée hier et hébergera l'annexe de la mairie de Maripasoula, une antenne du parc amazonien et un bureau de poste. Une convention d'ailleurs a été signée avec le parc amazonien lancée en juin 2014. La construction aura coûté 870 000 euros. Jonathan Lariot. C'est avec un immense plaisir que nous sommes là ce matin parce qu'il y a un événement particulier. Et voilà, le cordon est coupé. Les portes de la nouvelle annexe de la mairie de Maripasoula et son bureau de poste sont finalement ouvertes. Un événement qui a réuni toute la population de Taluène, longtemps obligée de faire le trajet jusqu'à la commune de Maripasoula pour accéder à tous les services publics ainsi qu'aux services de poste. Dorénavant, les habitants pourront faire toutes leurs démarches administratives directement dans leur village. C'est une bonne chose, c'est ce que la population attendait. Donc ça nous facilite d'aller jusqu'à Maripasoula et consommer de carburant. Pour faire la démarche administrative, on n'est pas obligé de descendre jusqu'à Maripasoula parce qu'on vient qu'à Taluène, tous les écarts vont venir, tous les villages. Au rez-de-chaussée, un bureau de poste et au premier étage des services de la mairie. Et cerise sur le gâteau, le bâtiment a été conçu selon des principes de qualité environnementale amazonienne. Zéro clim, autonome en énergie, bientôt autonome en eau. On a développé aussi un système de phytorestauration pour l'assainissement, donc un assainissement naturel par macrophyte. Et donc on a un bâtiment parfaitement autonome. La plupart des bois ont été débités sur place aussi. Donc on a un très bon bilan carbone au niveau du bâtiment et chantier local. Un des 12 projets qui devrait être mis en place d'ici 2017, selon la charte du parc amazonien validée en 2015 par la commune de Maripasoula. Aujourd'hui, ce bâtiment est le premier objectif à voir le jour. Même avant la création du parc, il y avait ce besoin et cette maison commune avait pour but quand même de rapprocher les gens du territoire. Et puis le parc qui avait besoin de cette unité. Donc c'est un travail qui a été de longue haleine, mais enfin heureusement aujourd'hui nous avons abouti, ça a mis presque 15 ans. Mais enfin, nous sommes là et nous sommes très heureux pour la population. Pour la commune, le coup d'envoi est lancé pour les 2 prochaines années. Nous passons maintenant à notre invitée ce soir, Nadine Collin, membre de la commission exécutive nationale du syndicat Force ouvrière. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. On va donc revenir ensemble sur l'actualité dont on a pu parler hier, sur cette bagarre qui a éclaté entre 2 détenus et qui a conduit à la mort de l'un d'entre eux, un Surinamais de 29 ans, tué par ce qu'on appelle un pic, une arme artisanale, par un autre détenu, donc qui est un Guyanien de 35 ans. Comment ça s'est passé dans les faits? Dans les faits, c'est que ce détenu,
il y avait des contentieux déjà. Donc il faut savoir que les détenus, bien souvent, lorsqu'ils sont incarcérés, il y a des contentieux à l'extérieur qui les suivent. Donc le personnel et les d'encadrement ont beaucoup de difficultés à positionner ces détenus dans les différentes unités. Parce que ils peuvent se retrouver avec des personnes avec qui ils ont eu des contentieux dehors. Et une enquête a été lancée en tout cas pour déterminer vraiment les raisons de cette bagarre. Mais vous pensez déjà que c'est un contentieux entre les deux détenus qui a poussé à cette bagarre? On évoquait un problème d'un vol de l'un à l'autre. Bien souvent, c'est des problèmes relationnels où justement il y a des vols et puis bon après il y a des détenus qui ont des contrats sur leur tête. C'est donc récurrent en tout cas, ce que vous voulez dire, c'est que c'est récurrent. Sont effectivement des faits récurrents. Oui. D'accord. Ils fabriquent ça eux-mêmes en évoquant ces pics artisanaux, on va dire voilà une arme blanche artisanale. Ça arrive aussi régulièrement que des détenus se fabriquent eux-mêmes ce type d'armes? Alors il faut savoir qu'en Guyane, nous sommes quasiment le seul département français où les détenus, on ne leur donne rien de métallique en cellule. Voilà, donc les détenus du couvert jusqu'au mobilier qui se trouve dans leur cellule est en plastique, sauf le lit qui est fixé au sol. Parce que tout ce qu'ils peuvent avoir sous la main, ils vont essayer de les affûter pour en fabriquer des armes artisanales, pour pouvoir se défendre en prison. Alors justement, on évite beaucoup de choses, on pose des choses en plastique pour éviter ce genre de situations qui pourtant peuvent quand même arriver, on l'a vu. Par contre, on sait aussi qu'il y a toujours une circulation de téléphones portables ou encore peut-être de drogue dans les établissements. Au niveau du centre pénitentiaire de Remiremont-Joly, quelles sont les informations que vous avez sur ce dossier? Tout ça est un petit peu lié aux nouvelles réformes, puisque nous sommes liés à la loi pénitentiaire européenne. Donc il faut savoir que maintenant, un détenu ne peut plus être fouillé systématiquement. Donc rien que par rapport au parloir, les détenus maintenant, ils savent qu'une fois par mois, en moyenne, on peut les fouiller. Quand ils savent qu'ils ont été fouillés, ils savent pertinemment, ils ne sont plus soumis à la fouille. Donc à ce moment-là, il leur est très facile d'introduire un portable ou des substances illicites. Donc en fait, il y aura un système pénal peut-être trop laxiste à ce niveau-là? C'est tout à fait cela, oui. Mais quand même, pour que de la drogue se retrouve dans les cellules, des téléphones portables, mais il faut qu'il y ait un agent extérieur quand même. Tous les moyens sont possibles, parce que bon, nous avons déjà constaté que les détenus ils arrivent à se procurer des téléphones très très petits, en format. Ils peuvent arriver à se les mettre dans leur rectum. Donc tout est possible. Donc selon vous, voilà, on parle de ce laxisme, mais quel est le rôle des surveillants dans ce type de situation? Alors le surveillant malheureusement se retrouve un petit peu les mains liées parce que les règles pénitentiaires vont beaucoup plus pour les détenus, mais pour l'encadrement. Donc maintenant, le surveillant se trouve de plus en plus démuni au niveau de ses prérogatives. Alors on sait que c'est le deuxième meurtre en l'espace de moins de 6 mois dans cet établissement, au niveau justement de cet encadrement, que ce soit les surveillants et les autres. Dans quelles conditions est-ce qu'on effectue son travail, avec quel état d'esprit? Écoutez, le travail, les surveillants du centre pénitentiaire restent néanmoins des surveillants très professionnels. Ils accomplissent les missions que l'administration leur ont conférées, mais malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire correctement leur travail et l'effectif également nécessaire. Alors justement, qu'est-ce qui est mis en place pour lutter contre les phénomènes de violence en prison? Il n'y a pas si longtemps que cela, il a été mis en place des détenus facilitateurs. Donc normalement, ces détenus-là sont censés être des personnes qui ont un certain aura vis-à-vis des autres pour pouvoir désamorcer ou calmer des situations. Ça fonctionne? Non, je pourrais dire que ça a quand même vu ses limites. Parce que nous avons pu constater que ces facilitateurs, il y en a certains qui ont été déjà, se sont retrouvés dans des situations de violence eux-mêmes, donc ça a vraiment démontré ses limites. Une dernière question sur le long mouvement de grève qu'on a connu l'année dernière, qui rassemblait plusieurs raisons, notamment la volonté de certains agents qui souhaitaient le départ en fait du directeur. Il y avait plusieurs points évoqués, mais aussi peut-être le surencombrement, le sureffectif en tout cas dans les cellules. Est-ce que ce serait aussi une des raisons pour expliquer la situation aujourd'hui? Ah oui, là c'est obligé. Parce que lorsque vous voyez, je vais vous donner un petit peu les chiffres, donc quand vous voyez un établissement qui a une capacité de
d'un peu plus de 560 places. Et on a un peu plus de 800 détenus. On est en frôle, hein, les 868. Alors c'est en montant descendant, c'est énorme. Donc cette situation, qu'est-ce que ça provoque à un moment donné? C'est cette promiscuité, c'est cette concentration de personnes qui sont oisifs, parce que maintenant il y a de moins en moins de travail pénal au centre pénitentiaire de Rémire. Donc les détenus se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes. Donc il reste quoi d'autre? C'est la violence ou le trafic. Hein. En tout cas là-dessus, pour finir très rapidement, quelle est la position du syndicat finalement pour essayer de trouver des solutions à cette situation? La situation est telle que tout, c'est un problème de gestion, voilà. Un établissement qui est très très mal géré, où on réduit le travail pénal, on réduit tout ce que les détenus avaient auparavant, ça peut conduire également à cette situation-là. On finit sur ces mots. Merci beaucoup Nadine Collin d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. En Martinique, maintenant, tout serait parti d'un banal contrôle routier. Pourtant, vous allez le voir, ce jeune homme a dû subir une opération à la mâchoire alors qu'il était interpellé pour non-port du casque. Christophe, 17 ans, aurait été frappé à coups de matraque par le policier. Un geste qui l'aurait fait chuter violemment sur la chaussée. Après une semaine d'hospitalisation, encore traumatisé, le jeune homme revient sur ce 22 janvier qu'il n'oubliera pas. Attention, certaines images peuvent choquer. Reportage de Céline Chalonneau. Vous l'avez vu, nous avons un petit problème de son sur ce reportage. Nous allons essayer de vous le repasser un peu plus tard. Mais en attendant, restez avec nous dans quelques instants. Notre série sur les produits Made in Guyane avec ce soir le miel produit à la Carapa et puis quelques conseils de professionnels pour tenir la dernière ligne droite du carnaval. Conseils à suivre dans quelques instants. Il est le patron de plusieurs centaines d'ouvrières. L'apiculteur Nicolas Ibon est installé depuis 3 ans à Macouria où il gère une miellerie alimentée par la précieuse production d'une 60aine de ruches. Il travaille seul pour le moment en attendant d'avoir les 100 ruches nécessaires à l'emploi de salariés. Mais ces pots se vendent déjà sur les étals des marchés et ce malgré de nombreux obstacles rencontrés. Ayoudele Germain. Un nectar concocté par des petites confiseuses ailées. D'un coup de couperet expert, l'apiculteur libère le miel des opercules et la centrifugeuse s'occupe du reste. Mais avant d'obtenir ce miel qui fleure bon les essences de la forêt guyanaise, petit détour là où tout commence, l'atelier de fabrication des ruches. Alors là vous avez les cadres, c'est ce qu'on met à l'intérieur, c'est ce qu'on utilise à l'intérieur des ruches pour tenir la cire, pour permettre aux abeilles de construire d'une façon rangée. Et puis pour nous de travailler après d'une façon plus facile. Ce miel est tiré en partie des mangroves du littoral guyanais, des plantes mellifères. Mellifères, ça veut dire que ces fleurs produisent un nectar qui lui-même pourra faire du miel. Ça fait un miel délicieux, très spécifique. Ici, chaque colonie d'abeilles a son adresse visuelle. À la Pointe Liberté, elle réside à la clairière des 3 palétuviers, toit jaune ou bleu. On fait des différences de couleurs, en gros c'est un petit peu pour donner une adresse aux abeilles. Ça leur permet de mieux voir où elles habitent. Elles ne se trompent pas, elles vont là, il n'y a pas de bagarre avec les autres. Ça permet de faire les choses d'une façon plus ordonnée. Avec une production d'1,4 tonne l'an dernier, Nicolas Ibon fait partie des 4 apiculteurs professionnels de Guyane. Une 50aine de tonnes de miel est importée chaque année sur le territoire. La production locale tourne autour de 4 tonnes. Un secteur parfois fragile, soumis aux prédateurs naturels des abeilles. Là, on arrive dans une saison où il a fait beau, les abeilles étaient nombreuses, beaucoup de pontes, donc le varroa s'est beaucoup développé. Et on va traiter la colonie contre le varroa en mettant des barrettes d'un acaricide pour tuer un acarien, puisque le varroa est un acarien. C'est assez récent en Guyane, ça a amené beaucoup de soucis, même encore cette année, on se rend compte qu'il s'est beaucoup développé. Sinon, au quotidien, les colonies de fourmis légionnaires, les crapauds, les grenouilles, vous avez vu tout à l'heure les punaises, les oiseaux, les pesticides qu'on nous répand n'importe comment.
Nicolas Ibon possède actuellement 60 ruches installées dans 4 emplacements aux alentours de la commune de Makouria. Pour 2016, il souhaite acquérir un rucher supplémentaire, car si le domaine forestier guyanais est vaste, les autorisations d'exploitation épicole n'en sont pas moins dures à obtenir. On y arrive quand on demande au Conservatoire du littoral, quand on demande à la préfecture s'ils peuvent mettre à disposition des emplacements, quand on demande à des amis qui ont un bout de terrain qui ne sert à rien. C'est beaucoup de débrouille, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué pour poser des emplacements de ruchers. Après la récolte, les cadres de cire sont désoperculés. Passés à la centrifugeuse, le miel tamisé, mis en pot et étiqueté. Nicolas Ibon est l'unique maillon de cette chaîne de production depuis 3 ans. C'est aussi par ses propres moyens qu'il vend son miel. On a fait un joli coffret, on s'est appliqué à faire quelque chose d'original, de distinct, changer un petit peu de ce que fait tout le monde. Et puis proposer 2 miels différents, un miel de forêt, un miel de mangrove, et puis une petite cuillère à miel en wakapou, qui permet de déguster les 2 miels sans les mélanger. L'exportation, ça fait partie des objectifs à moyen terme, c'est d'arriver à exporter bien. Pas exporter pour dire j'ai exporté, non, c'est exporter des beaux produits, des produits encore une fois qui vont porter les valeurs de la Guyane. Cette année, la Poste Outre-mer lui a commandé une centaine de pots de 25 grammes, un début pour son exportation de miel Made in Guyane. On revient maintenant sur ce témoignage que je vous annonçais tout à l'heure du jeune homme Christophe, 17 ans, qui avait été frappé à coups de matraque par un policier et gravement blessé. On va enfin pouvoir découvrir son témoignage après une semaine d'hospitalisation. Il est encore traumatisé, je vous le disais. Certaines images peuvent choquer. Reportage Céline Chalonneau. J'arrive, le policier me dit freine sinon qu'il prend un coup de matraque. Christophe, 17 ans, ne pensait pas que ce représentant des forces de l'ordre aurait mis sa menace à exécution. L'altercation se serait déroulée ici, en fin de journée. Un simple contrôle routier, la situation dégénère. J'étais sans casque et que la moto était non homologuée. Mais comme je venais de la réparer, donc je lui ai demandé une chance. Il me dit pas forcément oui, mais on sent dans son regard que c'était qu'il me laissait repartir. Et quand je viens pour repartir, je baisse ma tête pour passer la vitesse, la première. Et quand je me relève, je lève la tête pour regarder devant moi. Je vois le policier arriver en courant de mon sens pour me donner un coup de pied à la roue avant. Le jeune homme prétend qu'après avoir été déstabilisé sur son 2 roues, un policier lui aurait asséné un coup de matraque sur le crâne. Christophe assure avoir coopéré avec l'officier et ne comprend pas cette réponse violente. Moi, j'ai été victime d'une injustice par rapport à ma manière de m'habiller sûrement. Donc on m'a pris pour un voyou, mais je ne l'étais pas car je serai avec ma mère et je suis à l'école, je suis scolarisé. Je ne traîne pas sur une place. Prise en charge à l'hôpital Pierre Zobda Kitman, les médecins l'ont examiné. Le constat est douloureux. Contusion, mâchoire brisée et la lèvre supérieure ouverte due à sa chute. Les médecins lui ont prescrit 7 jours d'incapacité temporaire de travail. Une plainte a été déposée pour violence policière. Je me sens un peu petite face à une administration un peu rodée, qui connaissent déjà les procédures et qui savent comment placer, expliquer les choses. Donc moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est de savoir exactement comment les choses se sont faites. Est-ce qu'elles se sont faites dans la réglementation en vigueur? Parce qu'effectivement, mon fils n'avait pas de casque. Je suis consciente qu'il avait aussi ses torts, mais savoir vraiment précisément comment le contrôle routier s'est déroulé. La police des polices a publié un appel à témoins. De leur côté, les autorités présentes ce vendredi 22 janvier déclarent que le jeune homme aurait tenté de fuir et aurait mis en danger les policiers en service.
Retour en Guyane maintenant. Une cinquantaine de groupes est attendu pour défiler dans les rues de la capitale ce week-end lors de la dernière grande parade. Pour l'occasion, le groupe Cassialata a décidé de frapper fort. Les membres en ont marre d'être associés aux voltigeurs, ces groupes de jeunes qui sèment la pagaille à l'arrière des groupes. Ils ont décidé de permettre aux familles de défiler avec eux dans les rues en étant équipés de t-shirts et de bracelets pour tenter de rompre avec cette image. Explication du président de l'association au micro de Jonathan Lariot. On est impressionné cette année, tout en sachant qu'on a eu l'habitude avec les voltigeurs, ça fait plus de 20 ans quand même qu'ils existent. Mais là, cette année, du fait qu'ils sont de plus en plus jeunes, et même la violence, elle a progressé. On est arrivé à un stade de vol à l'arraché, ce qui fait que le public ne se sent pas en sécurité. On essaie de trouver des solutions, tout en sachant qu'il n'y a pas que nous, il y a la mairie, il y a le comité aussi. Mais déjà, nous, au sein de notre groupe, on essaie de trouver des solutions. Et on veut aussi maintenant faire les familles se réapproprier leur carnaval, le vrai carnaval de rue. C'est la raison pour laquelle on les invite dimanche pour la parade à venir déambuler, défiler avec nous à l'arrière du groupe, tout en sachant qu'il faudra un t-shirt et un bracelet à un prix symbolique qu'il va acheter au sein du groupe. Nous sommes stéréotypés aussi, Cassialata, le groupe à bordel avec les voltigeurs. Et là maintenant, on veut démontrer que ce sont des familles avec papa, maman, enfants qui viennent défiler avec nous pendant la grande parade. L'an prochain, on va essayer tous les dimanches à travailler comme ça, ainsi à mettre des familles derrière nous. Comme ça, ça va éloigner les voltigeurs. On prend un exemple simple. Je suis un voltigeur. Je vois autour de moi des personnes, au moins 200 personnes, 200 familles, avec un maillot de Cassialata sur eux, avec des bracelets. Ça veut dire que, en tant que voltigeur, j'ai pas ma place là. Comment tenir la ligne droite? Vous vous posez peut-être la question à l'approche des jours gras et du carnaval et de nombreuses soirées et événements qui s'enchaînent. Les pharmacies en tout cas ont saisi l'importance de cette période et affichent des réductions sur les prix des vitamines. Les carnavaliers sont nombreux à se rendre dans les officines pour trouver le booster idéal afin de tenir la distance. Les conseils d'une pharmacienne au micro de Mia Pierre. Nous, on fait partie d'un groupement pharmaceutique en fait, qui prévoit ça et qui chaque mois propose des promotions. Et ce mois-ci, justement, on a des vitamines pour ces gens qui veulent être en forme pour faire la fête. Puisque c'est du glucose, du guarana, c'est des boosters en fait, qui permettent d'avoir la forme pour aller faire la fête. Cette image maintenant, cet après-midi, près de 350 enfants des classes maternelles et primaires de Cayenne ont défilé dans les rues de la cité Zéphyr. Les classes de maternelle ont décidé de représenter le sable et ses éléments, tandis que les élèves de primaire ont pu laisser libre cours à leur imagination pour se déguiser. Méduses, morphos, huîtres, perlières, coquillages, fleurs, arbres ou encore petits poissons. Un joyeux défilé en couleurs et au rythme des tambours du groupe de la cité et sous un temps un peu voilé. Voici les images de Xavier Paul Lepelletier. Alors t'es déguisé en quoi? Hein? T'es déguisé en quoi? En chinois. En chinois? Oui. Ok. Et toi t'es déguisé en quoi? En mer. En mer? Oui. Et alors, comment ça se passait le carnaval à l'époque? C'était comme ça aussi, hein, avec des groupes, on défilait dans ma tour. Et c'était quoi ton déguisement préféré que t'as eu? C'était le truc de la lune là, j'avais oublié, c'est la lune. La lune? Ouais, avec plein de trucs de la lune sur nous, tout ça, on était déguisés en bleu. Et toi, c'était quoi ton déguisement préféré quand t'étais petit? Mon déguisement préféré c'était un déguisement de cow-boy. Cow-boy? Ouais. Ok, alors t'es toujours en cow-boy? Non, bah, là j'ai grandi là quand même.
C'est la fin de votre journal. Voici le rappel des titres de l'actualité locale. Une mission pour renforcer la lutte contre le Zika. 4 professionnels de santé réservistes sont en ce moment dans le département pour 3 jours. Ils vont devoir évaluer les besoins et les capacités de prise en charge des malades en Guyane. Maripasoula dispose d'une maison des services publics. Elle a été inaugurée hier dans le village de Taluenne et hébergera l'annexe mairie de la commune, une antenne du parc amazonien et un bureau de poste. Et puis ce soir, dans notre série de produits Made in Guyane, nous sommes revenus sur le miel produit par l'apiculteur Nicolas Ibon, installé depuis 3 ans à Makouria. Il gère une miellerie d'une 60aine de ruches. Dans quelques instants, l'information internationale et nationale avec nos confrères de BFM TV, puis ce sera Dom Laquezotte. Très bonne soirée à vous sur ATV Guyane, très bon week-end et à lundi.